Merci à tous. Alors, bonjour tout le monde, on va attendre que chacun puisse se connecter. On est très content aujourd'hui de vous accueillir avec ce webinaire Starting Saclay. Alors, il y a Paul qui va être dans les participants et spectateurs, mais je vais justement le faire monter sur scène avec moi. Alors, on va attendre un petit peu. Bonjour tout le monde, je veux que vous rejoigniez justement le webinaire ce matin, c'est Legals et Starting Saclay sur la levée de fonds pour des startups early stage et de comment s'y prendre. Et Paul vient de nous rejoindre. C'est parfait. Paul, est-ce que tu es là? Je suis là. Super, salut Paul. Donc je faisais justement un peu de meublage en attendant que tu nous rejoignes. Euh, Hop. donc très content de vous accueillir ce matin encore une fois. On attend que les personnes puissent se connecter et participer. Paul, tu es bien là, tu nous entends bien, donc c'est parfait. Vous savez hein, comment ça se passe sur Zoom, vous avez un petit chat qui permet de pouvoir échanger avec tout le monde, y compris nous, poser toutes vos questions. Vous avez justement la partie discuter, donc le chat, on peut marquer bonjour tout le monde. Vous pouvez vous présenter aussi, hein, n'hésitez pas. Et puis je te laisse peut-être une petite introduction, Paul, de ton côté Super, pour merci. Starting Saclay. Merci beaucoup, Florent. Bonjour à tous. Donc, je suis très content de vous accueillir avec Florent aujourd'hui pour ce troisième webinaire qu'on organise, Starting Saclay, avec Seed Legal. Donc, un petit mot sur nous, si vous ne nous connaissez pas encore. On est l'association des jeunes entrepreneurs de Paris-Saclay. On est la plus grande association entrepreneuriale étudiante de France. Et on organise un certain nombre d'événements, dont les webinaires sont une relativement quand même petite partie. Donc, on organise des concours de pitch, des masterclass, des soirées, des after-work, quelques actualités sur les prochains événements qui vont arriver. Il vous reste encore 2-3 jours pour vous inscrire à une masterclass qu'on fait avec Le Wagon euh, la semaine prochaine, je crois. Il faudrait vérifier sur notre site internet Starting Saclay. Et c'est pour apprendre à coder une application web sans code. Donc, c'est quand même quelque chose de très pratique. Et bientôt, il y a le Saclay 20, qui est le grand classement des 20 startups les plus prometteuses du plateau Saclay et un peu d'ailleurs. Donc, si vous êtes entrepreneur, ce que je suppose si vous êtes là, n'hésitez pas à candidater. On a plein de partenaires, dont S'Illégal cette année pour la première fois, qui ont des super prix pour des accompagnements, des financements, toutes sortes de choses. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Florent pour ce beau webinaire et je vous remercie d'être là. Merci beaucoup, Paul. Effectivement, très content d'être partenaire de Starting Saclay avec justement ton association et de beaux projets à venir et qu'il y en a déjà, je suppose. Pour présenter Seed Legals, donc nous sommes une plateforme SaaS qui permet de digitaliser tout ce qui est opération sur le capital. Donc, on va vous accompagner sur la génération de vos documents juridiques par rapport au financement, quand vous allez lever des fonds, que ce soit auprès de business angels, auprès de fonds d'investissement, on va permettre de générer donc les documents pour du BSR, par exemple, dont on va parler ce matin. On vous permet également de pouvoir générer la lettre d'intention, pacte d'associés, si c'est un financement sous forme d'augmentation de capital. Et la plateforme vous permet également de pouvoir suivre votre actionnariat, de pouvoir intéresser vos salariés au capital avec des plans de BSPCE. Ça permet également, on a ajouté cette fonctionnalité il y a quelques mois maintenant, qui s'appelle Pitch, donc de vous aider dans votre roadshow, un peu avec une logique de CRM pour suivre les investisseurs qui justement seraient potentiellement intéressés pour financer votre projet. Et donc vous savez, hein, et on va en parler ce matin sur justement comment financer votre projet et une startup early stage. Il y a plein de choses à savoir. Et donc en quelques chiffres, Legals, c'est 150 salariés au global, principalement en Angleterre, en France, Hong Kong, Singapour et Dublin également. On a accompagné plus de 45 000 startups qui sont d'ailleurs sur la plateforme, plusieurs milliers aussi d'investisseurs qui ont financé des projets au travers des documents générés sur notre plateforme. On est pour la France
une équipe de plus d'une dizaine de personnes. On a accompagné plus de 400 startups. On a des bureaux à la fois à Paris, à Station F, mais aussi à Lyon, à H7. Et on est très content justement de participer avec, comme on le fait ce matin, Starting Saclay, à des webinars autour de différentes thématiques qui sont en lien avec ce dont je vous parlais, l'accompagnement qu'on réalise. Et on accompagne des startups donc, sur les sujets levée de fonds, partage du capital et autres. Alors, ce que j'ai fait ce matin, c'est que j'ai préparé aussi une présentation donc, pour balayer la thématique qui est celle de comment justement s'y prendre quand on est une startup early stage pour lever des fonds, pour justement préparer son roadshow, pour aussi anticiper, ça c'est un point vraiment très important, les aspects juridiques en connaissant les différentes mécaniques qui sont pratiquées par des startups pour lever des fonds auprès de business angels, principalement business angels, quand on parle de startup early stage, mais il peut aussi y avoir bien sûr des fonds d'investissement qui investissent à ce titre ou des family office et autres. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais partager aussi mon écran rapidement pour vous montrer la présentation. Hop, voilà, donc on va être bon. Slideshow, je pense que vous voyez mon écran. N'hésitez pas, si vous avez des petites questions, vous avez le chat. Vous avez vu, je vous ai mis bonjour tout le monde. Mais bref, alors si on rentre dans le vif du sujet tout de suite et maintenant. Alors, de quoi on va parler ce matin? Donc, comme je vous le disais, on va parler de la partie financement et notamment les différentes mécaniques de financement qui existent à votre disposition pour financer votre projet, les notions essentielles aussi sur la levée de fonds. Qu'est-ce que vous devez avoir en tête? Qu'est-ce que vous devez connaître pour pouvoir vous préparer bien en amont? C'est toute une question de préparation, c'est très important sur ces aspects-là et aussi sur la partie anticipation des mécaniques, notamment on verra avec la différence entre les BSAR, donc les bons de souscription d'actions par accord d'investissement rapide, et la levée de fonds, dite traditionnelle, sous forme d'augmentation de capital. Et voilà, il y aura quelques petites ressources qu'on pourra vous partager. De toute façon, les ressources comme ce webinaire, on en a des tonnes, que ce soit sur notre chaîne YouTube, sur notre blog. Et donc, n'hésitez pas à nous suivre également sur LinkedIn pour pouvoir bénéficier de toutes ces infos ou directement nous contacter via notre site et avoir un call avec nos experts. Alors, si on rentre maintenant directement dans le vif du sujet. Donc, vous le savez, donc là, on est en 2023, je suis conscient. Donc, mais ce que je voulais dire aussi par cette slide peut-être d'introduction sur 2022 et dans la continuité, donc 2023, vous le savez peut-être, le paradigme a changé entre ce qu'était en 2021, justement, un contexte très favorable pour les entrepreneurs pour lever des fonds, avec beaucoup de concurrence pour des investisseurs, que ce soit des investisseurs surtout institutionnels, pour financer des projets innovants avec fort potentiel, donc les vôtres. Et aujourd'hui, avec le contexte à la fois géopolitique, le contexte inflationniste, et donc ces incertitudes, notamment s'y ajoute récemment donc l'instabilité d'un point de vue secteur financier et bancaire, avec la SVB Bank aux États-Unis qui a déposé le bilan et donc qui a ajouté de l'incertitude et justement un peu de risque à un contexte déjà assez incertain et risqué. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui va aller dans un contexte favorable pour lever des fonds. Pourquoi? Parce que les investisseurs, eux, sont du coup d'autant plus sélectifs sur les projets. Et notamment, comme vous le voyez aussi, à VC Language 2021 et VC Language 2022, là, ça image pas mal ce qu'a été ces différences justement d'approche entre l'année 2021 où on pouvait avoir des valorisations, et on va en parler ce matin, avec des multiples très élevés, là où maintenant aujourd'hui, en 2022 et aujourd'hui 2023, on est plutôt dans des multiples, si on raisonne sur une valorisation par multiple de chiffre d'affaires, on va en parler un petit peu, mais qui sont beaucoup plus rationalisés, si je peux dire, mais en tout cas beaucoup plus cohérent par rapport au potentiel de ce qui pouvait être en 2021. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres. Aussi, l'autre exemple qui est l'image avec le mail qui avait été envoyé par Y Combinator. Donc, vous savez peut-être, vous connaissez peut-être cet incubateur américain, mais bref, ils ont envoyé en fait un email à leur réseau et à leur portefeuille de startups pour leur dire surtout, faites en sorte d'avoir au moins 24 mois
de cash en banque, donc ce qu'on appelle le runway, pour pouvoir faire face à d'éventuelles difficultés avec ce contexte incertain. Mais bref, tout ça, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire impossible de lever des fonds en 2023. Non, loin de là. Il y a toujours des investissements, surtout en early stage et en seed, avec des investisseurs. Mais vous êtes aussi avec vous différentes mécaniques de financement. Vous avez différents moyens pour pouvoir financer votre projet. Et comme vous le voyez ici, il y a différentes familles, différentes catégories. Et donc, sur la partie levée de fonds auprès d'investisseurs privés, que ce soit des business angels ou autres, ayez en tête que ça, c'est la famille de la partie dilution. C'est-à-dire qu'en contrepartie de l'investissement que les investisseurs vont effectuer ben, dans votre projet, cet investissement, c'est quoi en contrepartie que vous allez donner? Vous allez donner une part du capital. Eux, les investisseurs, ils vont souscrire, donc acheter des actions nouvelles, en général, émises par la société, ce qui fait que, comme c'est représenté ici, vous allez donner une part du gâteau à ces investisseurs, le capital qui, avant un investissement, est détenu par vous, l'équipe fondatrice, à 100%. Donc ça, c'est la partie vraiment dont on va parler ce matin avec l'augmentation de capital et le mécanisme du BSR, donc les deux justement mécanique pour lever des fonds auprès d'investisseurs privés, famille dilutive. Les autres aspects, vous le savez aussi, si je saute directement sur la partie non dilutif, c'est quoi? Le non dilutif, c'est traditionnellement les emprunts bancaires. Auprès d'une banque, on va, elle peut nous octroyer un prêt. On peut aussi avoir des prêts financés par l'État, ce qui existait notamment sous le Covid, ou des prêts d'honneur plutôt avec BPI France maintenant. Il y a aussi des subventions. Vous connaissez sûrement la bourse French Tech, que vous pouvez obtenir sous réserve d'avoir des capitaux propres et des fonds propres à hauteur de la moitié ou voire 100% justement de la subvention qu'il peut vous octroyer, qui est environ de 30 000 euros, il me semble. Et donc, l'avantage côté subvention, c'est que bon, on n'a rien à rembourser, mais c'est sous réserve de conditions d'éligibilité et que votre dossier soit pris et donc éligible à la subvention. Un prêt, classiquement, un prêt, vous savez ce que c'est, on rembourse, il y a des intérêts et puis après, on doit le rembourser à terme auprès de l'établissement bancaire si c'est un emprunt bancaire. Donc là, ce que vous devez aussi retenir, c'est qu'en contrepartie, c'est juste vous allez rembourser, il y a des intérêts. Donc ça ne va pas diluer votre capital, vous n'allez pas donner des actions en contrepartie, en principe. Et donc, pareil, là, c'est pas alternatif, c'est pas soit on fait que lever des fonds auprès d'investisseurs privés, soit on fait que du non dilutif avec une banque. On peut jouer des deux. Et c'est ça qu'il faut que vous ayez en tête, notamment aussi avec la troisième famille, pour compléter justement cette slide. C'est une famille hybride, donc entre le dilutif et le non dilutif. Pourquoi? Prenez le compte courant d'associé. Peut-être que vous avez déjà utilisé, vous, quand vous avez créé votre projet. Ça, un compte courant d'associé, souvent, quand on va créer sa startup, on va d'abord créer une société de type, la forme juridique la plus utilisée, ce sont les SAS. Et vous allez très probablement créer une société par action simplifiée, donc la SAS. Soit si vous êtes seul, c'est une SASU, donc unipersonnel, ça c'est le U qui se rajoute après SAS, soit une SAS avec plusieurs associés, si vous êtes plusieurs associés. Et donc, le capital, généralement, vous pouvez le faire donc de 1 000 euros et prévoyez, ça, prototype, c'est important, une valeur nominale la plus basse possible, par exemple 1 centime. Ça vous permet d'avoir un nombre d'actions plus important, une meilleure granularité, une meilleure gestion de votre capital à terme. Ce sera très important de l'avoir. Donc, évitez les 100 euros de capital avec 10 euros par action. Évitez une valeur nominale trop haute. Privilégiez 10 centimes ou 1 centime et privilégiez aussi un capital de 1 000 euros minimum plutôt que 100. C'est quand même mieux d'avoir plus d'actions. Mais bref, ce capital-là, ce n'est pas un compte courant d'associé, c'est le capital qui forme la société. Et comme on disait, sur la partie dilutive, c'est des investisseurs qui investissent, ce capital augmente et les nouveaux investisseurs achètent des actions nouvelles. Bref, mais le compte courant d'associé, c'est quoi? C'est en fait un prêt que vous, en tant qu'associé, parce que les 1 000 euros, peut-être que vous allez très vite les dépenser, mais après, vous ne gagnez pas encore d'argent et vous avez besoin de faire des avances justement pour les besoins de la société, quelle qu'elle soit. Et peut-être que vous, en tant qu'associé, vous allez payer justement quelque chose pour les besoins de cette société. Et ça, c'est un compte courant d'associé. Donc, c'est la société qui, elle, a une dette envers vous en tant qu'associé. Et donc, vous avez cette créance, donc ce compte courant d'associé, qui doit vous être remboursé à terme. Il y a des intérêts, des taux légaux qui peuvent être prévus, enfin qui sont prévus, c'est obligatoire.
Mais pourquoi c'est dans cette famille hybride? Parce qu'en fait, vous pouvez aussi convertir ce compte courant d'associé en action. C'est possible de le convertir soit en action plutôt que de vous le faire rembourser. Donc c'est pour ça, soit vous le faites rembourser, soit vous le convertissez en action. C'est quelque chose qui est éventuellement possible. Le plus souvent, c'est remboursé à l'occasion d'un prochain tour de financement, généralement. Mais gardez en tête que c'est possible éventuellement de le convertir. Et donc c'est là aussi la logique de conversion qui est familière aussi avec les obligations convertibles, comme son nom l'indique. Les obligations convertibles, c'est entre les deux. Pourquoi? Parce que comme le compte courant d'associé, ça peut être remboursé. Donc l'investisseur peut choisir, plutôt que de convertir en action l'obligation, de se faire rembourser à la fois les intérêts et le capital qui avait été du coup prêté. Et donc c'est ça la logique un peu hybride. Donc on emprunte soit au dilutif avec la conversion, soit au non dilutif avec le remboursement du prêt. Et comme je disais, hein, toutes ces mécaniques-là, il faut les avoir en tête, et ce sont des mécaniques qui sont complémentaires. Voilà. Donc souvent, on va le voir aussi, quand vous créez votre startup, vous allez d'abord créer votre société, y mettre 1 000 euros, mettons, de capital, peut-être avoir, allez, je sais pas, 30 000 euros, soit c'est vous en compte courant d'associé, soit peut-être que vous avez des friends and family, des personnes proches qui vont pouvoir mettre un peu d'argent dans votre société, soit en augmentation de capital, soit en BSR, on va le voir. Et ça vous permet potentiellement d'obtenir la bourse French Tech avec les capitaux propres et les quasi-fonds propres qui composent votre société. Et donc, vous pouvez potentiellement, avec le fait que le projet aussi soit éligible et réponde aux autres conditions de la bourse French Tech, obtenir cette bourse et cette subvention. Et c'est comme ça que vous commencez initialement déjà avec, je sais pas, 70 000 euros, 80 000 euros pour pouvoir initier le projet et qui vous amènera derrière, soit vous commencez à réaliser justement du chiffre d'affaires et potentiellement vous pourrez éventuellement en bénéficier de prêts, soit vous pouvez faire entrer des investisseurs aussi au capital. Voilà, pour cette partie. Donc, comme vous le voyez, on est sur le début de l'attraction. Ça, c'est un schéma assez classique sur comment se développe la société, mais je vais passer. Mais ce qu'il faut aussi avoir en tête quand vous vous lancez justement sur vos besoins de financement, parce qu'on va parler de ça surtout ce matin, c'est, OK, j'ai besoin de quoi? Comment me préparer? Et donc, les principales questions à vous poser, c'est, OK, quel livrable? De quoi j'ai besoin? Quel document concret je vais avoir besoin si je veux aller lever des fonds auprès de business angels ou fonds d'investissement, qu'importe. Déjà, il faut aussi se poser la question de savoir est-ce qu'on est éligible, entre guillemets, ou est-ce que ça fait sens de pouvoir aller lever des fonds auprès d'investisseurs privés, de business angels, qui vont attendre, eux, un retour sur investissement plus tard. Voilà. Ou est-ce que ça vaut peut-être le coup plutôt d'aller voir une banque parce qu'on génère déjà suffisamment d'argent? Là, on est dans une logique peut-être alternative par rapport à ce qu'on se disait avec les différentes mécaniques de financement, mais c'est une question à vous poser. Mettons, là, on est dans le cas où, OK, on va aller chercher des business angels, on va aller lever des fonds. Il faut quoi alors? Il faut un pitch deck avec les principaux éléments sur l'équipe, la présentation, quel est votre facteur différenciant, le marché adressable, etc. Je vais pas passer en revue tout, mais on va le voir peut-être après. Je crois que j'ai la slide. Non, je sais pas, mais bref. Donc ça, c'est hyper important de l'avoir en tête. Ça va de pair avec votre business plan. Business plan, c'est votre projection sur les 3 à 5 ans à venir. Évidemment, ça, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en annexe plutôt que directement dans le pitch deck, donc dans les annexes du pitch deck. Pourquoi? Parce que bon, c'est un exercice qu'il faut faire, parce que ça donne des informations quand même assez intéressantes sur vous, votre potentiel, votre ambition aussi, mais partez aussi du principe qu'aujourd'hui, votre business plan, généralement, il est faux, hein. Donc, on est sur des prévisions sans avoir une vraie visibilité, mais c'est un exercice qui reste tout de même essentiel à faire. Et après, le DR, c'est quoi? C'est la data room. Ça, c'est des documents que vous pourrez éventuellement partager s'il y a des investisseurs qui sont intéressés d'investir et qui veulent creuser un peu plus les questions, les sujets, et de savoir ce qu'il y a, vous, comme document, contrat qui ont pu être faire. Mais à un stade assez early stage, sachez que bon, c'est assez rare qu'il y ait une data room assez conséquente, au-delà des statuts, CABIS, que la société soit bien immatriculée, en tout cas bien créée, et que ensuite, voilà, ça les rassure sur, en tout cas, ces aspects et la table de capitalisation aussi, ce qu'on vous permet d'ailleurs de faire sur Seed Legals. Donc, sur les profils aussi d'investisseurs à cibler, ça c'est hyper important. Il faut vraiment vous poser cette question. Est-ce que vous ciblez d'abord des business angels ou est-ce que vous allez peut-être cibler des fonds d'investissement? Quand vous êtes à un stade très early stage, c'est un élément aussi à avoir en tête parce que si vous ne générez peut-être pas de revenus encore, et que vous n'êtes pas avec avoir déjà eu une expérience entrepreneuriale, avoir déjà du réseau, notamment dans les fonds et autres,
compliqué de pouvoir directement lever des fonds auprès de fonds institutionnels. Donc, privilégier potentiellement les business angels. Et l'approche sera relativement différente. Donc, ça aussi, c'est quelque chose à avoir en tête. Et donc, comment préparer votre roadshow? Déjà, en vous posant ces questions-là. Et ensuite, comme on se le disait, en ayant bien les différents éléments et anticiper les documents juridiques. Donc, vous voyez ici, c'est un petit récapitulatif sur comment se passe généralement donc, une opération de financement entre le roadshow, donc c'est la phase de négociation, les documents contractuels que vous allez négocier avec vos investisseurs, une due diligence. Bon, due diligence, ça va de pair avec la data room, mais ça, généralement, il n'y en a pas à votre stade ou une très légère à votre stade de financement quand vous êtes une startup qui va lever auprès soit le business angels, mais eux aussi font des data rooms et des due diligence. C'est pas la question, c'est la question surtout si la société elle a été créée il y a moins d'1 an, vous n'avez pas un historique hyper important, donc la due diligence, elle est assez légère et rapide. Mais bref, et après, il y a la documentation corporate. Ça, ce serait la documentation qui établira le nombre d'actions nouvelles, si on est dans une augmentation capitale, que vont souscrire vos investisseurs. C'est les décisions d'associés, c'est cet aspect-là. Et toute cette documentation-là, bien sûr, vous pouvez la générer sur Legals avec tout le reste pour vous aider à faciliter et digitaliser l'opération. Et après arrivera le versement des fonds. Mais si on revient aussi sur le pitch deck, les éléments à bien avoir en tête, vous les voyez là, ils sont listés. Donc, on le disait, un facteur différenciant, ça c'est hyper important. Il y a aussi la partie people risk, donc ça c'est l'équipe fondatrice. Vous savez aussi que quand vous lancez un projet que vous financez, vous voulez le financer, les investisseurs, ce qui compte énormément, ce sont les fondateurs. Donc, l'équipe fondatrice, c'est hyper important d'avoir une complémentarité. Si on veut par exemple lancer une plateforme SaaS avec un besoin de développement, mais qu'on est juste une personne en marketing en termes de background et un commercial, et qu'on n'a pas justement une personne capable de développer, soit on est en mesure de faire du no-code et de pouvoir développer, donc comme le disait Paul, il y a des petits justement workshop ou autre sur les aspects no-code, c'est assez important pour construire d'abord peut-être son MVP et de tester et d'itérer là-dessus. Donc MVP, enfin, Minimum Viable Product, hein, si vous voulez la traduction, c'est vraiment votre prototype, quoi. Et donc ça, c'est hyper important de vous dire, OK, c'est quoi le risque de l'équipe? Est-ce qu'on est en capacité, même s'il nous manque cet élément essentiel, soit de déjà montrer qu'on se débrouille bien avec des outils qui existent comme le no-code, et en plus, on sera capable d'aller recruter et d'avoir un CTO qu'on pourra recruter pour adresser ce besoin. Donc, et ça, c'est le people risk. C'est en gros quel est le risque, vous, en votre capacité d'exécution, évidemment, de complémentarité d'équipe et autres produits, pareil. Sur la partie produit, il y a des risques associés. Est-ce que c'est des produits très très complexes à créer et en plus, est-ce que vous avez la capacité de pouvoir les développer ou autre? Le marché, pareil. Votre go-to-market, c'est hyper important de savoir comment vous allez adresser la cible et quelle est cette cible aussi. Donc, définir des personas. Bref, votre modèle économique qui pourrait évidemment changer. Vous, on le sait quand on investit dans les startups early stage, qui a la possibilité de pouvoir pivoter, de la flexibilité, comme je disais. Le business plan, il est très souvent faux, parce que typiquement, si on va changer par la suite de business model, le business plan qu'on avait fait initialement, il est plus du tout d'actualité. Donc, il faudra le mettre à jour continuellement. Et votre pitch deck, de toute façon, vous l'améliorez de rencontre en rencontre avec des investisseurs et d'échanges. Prenez aussi pas mal de feedback au tout début, quand vous allez vous lancer justement sur votre roadshow, votre pitch deck, faites-le relire par des personnes, pas forcément de votre entourage, mais des personnes qui justement peuvent avoir un regard à la fois clair, à la fois constructif et aussi sans biais, quoi. Sans biais, que ce soit, voilà, si on demande à vos parents ou je ne sais quoi, ou je ne sais qui plutôt, est-ce que tu peux revoir le pitch deck? Voilà, il faut que ce soit assez pertinent. D'ailleurs, on réalise, nous, ce qu'on appelle des pitch feedback sessions, donc en gros des sessions de pitch où on sélectionne 5 startups qui, justement, pitchent leur projet et derrière, il y a un retour critique fait de la part du jury qui est composé de business angels aguerris sur ces questions. Et donc, nous, on le fait vraiment pour aider les startups à avoir des retours constructifs et critiques, qu'elles soient positives ou négatives, ces réponses, pour s'aider et pour aider justement à bien faire son projet. Bref. Les autres
bullet points, je vais les passer rapidement, mais bon, sur la partie financière, c'est quelque chose d'avoir cohérent plutôt que vraiment consistant, parce qu'à ce stade, vous n'avez pas quelque chose de très, très consistant, mais que ce soit très cohérent. Et sur l'exit route, c'est quoi? C'est aussi d'avoir en tête sur comment vos investisseurs qui mettent de l'argent dans votre société pourront sortir à terme et potentiellement réaliser une plus-value. Et donc, ça, il faut effectivement aussi l'avoir en tête, parce que c'est des questions qu'on pourra vous poser généralement dans le cadre de votre roadshow et des échanges avec vos investisseurs. Les notions essentielles, si maintenant on enchaîne là-dessus, et n'hésitez pas encore une fois à poser vos questions dans le chat, hein, j'en vois pas, mais en tout cas, c'est le moment. On pourra y revenir aussi à la fin, mais sur ces aspects et ces notions-là essentielles, forcément, la première aussi question et le premier point très souvent abordé, c'est la question de cette valorisation. Et la valorisation d'une startup, ben, comment on la fixe? C'est quoi les méthodologies appliquées? Est-ce qu'il faut justement, basé sur le prévisionnel qu'on a fait, anticiper une valorisation future? Est-ce que on se base sur du comparable? Comparable, c'est quoi? Ben, c'est une société qui est dans le même secteur d'activité, qui développe quelque chose de relativement similaire, ben, a pu être valorisée. Et nous, du coup, ben, par comparaison et référence, on pourrait justement s'y référer. Comment ça se passe tout ça? Et ben, typiquement, en fait, la valorisation à un stade, early stage, si c'est une levée de fonds sous forme de un stade comme pré-seed ou seed, généralement, en fait, on est sur une logique de valorisation assez simple. C'est quoi? C'est combien tu me donnes et combien je te donne quelque part. Donc, c'est-à-dire combien les investisseurs vont investir et en contrepartie, combien d'actions ils vont obtenir et donc combien de pourcentage du capital ils détiendront à l'issue. Mais on vous donne là aussi, nous, on a énormément de données sur Site Légal, on vous donne des ordres de grandeur sur les valorisations en fonction de quoi? En fonction du concept. Donc ça, du coup, je vois que la question n'est pas activée dans le Q&A. Alors, peut-être que on va activer ça. Autoriser. Bon, je pensais activer, mais bon, peu importe. Si vous voulez poser des questions, vous avez le chat. Mais sinon, même, c'est pas grave, vous pourrez nous les poser autrement, par email ou qu'importe. Mais bref, donc si on vous donne là des ordres de grandeur, c'est pas non plus scientifique, hein. Ce sont juste des données qu'on observe nous via les deals qu'on fait sur la plateforme. Je passe parce que ce que je disais sur combien c'est investi, combien vous allez lever de fonds auprès d'investisseurs privés et combien en contrepartie vous allez leur donner en pourcentage du capital, ça, mécaniquement, ça va fixer votre valorisation. Et donc, là, si on fait un exercice, mettons, moi, je cherche, j'ai mon projet, 300 000 euros, mais je n'ai pas envie d'avoir une dilution du capital au-delà de 10%. Je veux donner 10%. Quelle est la valorisation de la société? Est-ce que vous avez une idée? Alors, si le chat ne fonctionne pas, ça risque d'être compliqué, mais je crois qu'il fonctionne. Si je donne 10% contre 300 000 euros, est-ce que ça marche? Eh bien, ça donne une valorisation de 3 millions d'euros. 3 millions d'euros. Pourquoi 3 millions d'euros? Parce que si 300 000 euros est égal à 10%, 100% de la société, c'est quoi? C'est 10 fois 10%, 100% de la société. Donc si 10% vaut 300 000 euros, 10 fois 300 000 euros, c'est 3 millions. Et ça, c'est la valorisation, mais qui comprendrait l'investissement de 300 000 euros. Donc ce qu'on appelle la valorisation post-money. Et donc cette valorisation post-money, en fait, c'est la valorisation après que les 300 000 euros aient été investis dans la société. Et la valorisation généralement qui est discutée dans la lettre d'intention, quand on va discuter justement des différentes conditions à la base de la négo et sur la partie pré-contractuelle, quoi, et ben, c'est la valorisation pré-monnaie. Et la valorisation pré-monnaie, c'est rien d'autre que la valorisation post-monnaie moins le montant investi. Donc notre exemple, c'est 3 millions d'euros post-monnaie moins les 300 000 euros investis. Ben, ça nous donne une valorisation pré-monnaie de 2,7 millions. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est la manière dont vous avez, vous, fixé votre valorisation à un stade early stage. Et ça, en fait, c'est par référence à ce qui peut se passer, donc c'est un peu une logique de comparable, sur les pratiques et les bonnes pratiques en cas de levée de fonds. Si vous levez un montant précis, vous savez que vous n'allez pas donner 30% de la société, surtout si vous allez derrière envisager de lever des fonds à nouveau avec
peut-être des investisseurs institutionnels, un montant de 1 million d'euros, parce qu'à chaque fois, vous allez avoir de la dilution et vous diluez. Et l'idée, c'est pas qu'au bout du troisième tour de financement, vous ne soyez plus en contrôle. Ce qui se dit, et ce qui est une notion à garder en tête dans la pratique, c'est que quand vous allez, par exemple, lever des fonds en série A, donc si vous faites pré-seed, seed, série A, c'est 3 tours de financement. Si vous arrivez à la série A, et ben, ce qui est à garder également en tête, c'est que il faut que vous, l'équipe fondatrice, détienne toujours au moins, voire plus, 50% du capital. Et donc, si vous arrivez à la série A et que vous avez donné déjà trop de capital aux précédents investisseurs, c'est un point qui peut justement être un mauvais signal pour les investisseurs en série A et qui peut être aussi une cause de refus d'investissement. Donc ça, il faut effectivement le garder en tête. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que généralement, quand vous allez lever des fonds en pré-seed, vous êtes entre 10 et 20% du capital. En contrepartie, justement, mais tout dépend du montant levé et ce qui va fixer la valorisation, comme on se l'est fait dans notre exemple. Donc, si c'est 20% du capital contre, je ne sais pas, 500 000 euros, ça nous donne combien de valorisation? Là, on fait un fois 5 au lieu d'un fois 10. Donc, 5 fois 5, donc 5 fois 500 000 euros, c'est 2,5 millions. Et ça, c'est le post-money. Donc, pré-money, ce sera 2 millions d'euros. Voilà. Et l'autre élément aussi à souligner, c'est que quand vous levez des fonds, il faut que ça vous serve. Là, il y a marqué 12 à 18 mois, mais souvent, et maintenant, ça fait le lien avec ce que je disais en intro avec le mail de Y Combinator, c'est 24 mois. Il faut vous dire que ça va vous servir au moins 18-24 mois pour vous garder justement, en gros, un coussin financier vous permettant de voir arriver, parce que peut-être que vous n'allez pas réussir à lever des fonds derrière ou vous allez pivoter, que ça va vous demander, je sais pas, de la flexibilité et surtout de la prévisibilité avec du cash en banque pour au moins ces 18 à 24 mois, plutôt que 12 à 18. Voilà. Donc généralement, c'est le cas quand vous allez lever des fonds. Et donc, par contre, la problématique qu'il peut y avoir, c'est si votre startup elle a un stade de financement quand même très très jeune, vous êtes pré-produit, par exemple pré-commercialisation, donc vous n'avez pas encore généré de chiffre d'affaires, et ben, est-ce que ça fait sens de fixer une valorisation, mettons, à 2 millions d'euros, comme on vient de se le dire là pas forcément, c'est peut-être déjà beaucoup, donc vous n'avez pas trop idée de comment fixer cette valorisation, ou en tout cas, ça ne fait pas sens de la fixer maintenant tout de suite, et vous n'avez pas non plus envie de vous diluer trop fortement. Par exemple, si vous dites, OK, je veux lever 500 000 euros, mais je ne veux pas donner plus de 10% du capital, vous savez que vous allez avoir une valorisation de 4,5 millions pré-monnaie. C'est énorme au début, surtout pré-produit et pré-commercialisation. Donc, à ce moment-là, ça peut être compliqué de la fixer trop haut. Et donc, c'est la raison pour laquelle, pour le coup, le BSR, dans ce type de situation, peut être utile. Ça peut être vachement utile, surtout si vous envisagez dans le cadre de votre développement, de lever d'abord avec des business angels, par exemple, et après de lever un prochain tour de financement avec un fonds d'investissement. Mettons, vous envisagez de lever aujourd'hui 500 000 euros, mais ça, c'est votre peut-être budget global. C'est 500 000 euros, c'est peut-être 300 000 euros avec des investisseurs privés et 200 000 euros avec un complément bancaire et subvention. Et vous allez vouloir lever 1 million d'euros après dans les 12 à 24 mois qui suivent. Et ben là, typiquement, le BSR peut être utile. Un, il va vous aider à ne pas fixer la valorisation, mais à l'encadrer. Et il vous permettra justement de ne pas faire entrer tout de suite certes, les investisseurs au capital. Ils rentreront plus tard lors du prochain tour de financement avec la conversion du BSR généralement. Mais ça vous permettra également de faire rentrer ces investisseurs aux conditions et au pacte d'associés qui sera négocié plus tard lors du prochain tour. Donc vous avez en gros reporté toute la question du pacte d'associés et toutes les négociations qui peuvent prendre du temps, à la fois sur la valorisation et sur justement les autres conditions qui se retrouvent dans le pacte d'associés. Donc ça, c'est là où le BSR peut être ultra intéressant et flexible. On va revoir un peu les différences après coup sur le BSR versus l'augmentation de capital. Mais ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que quand on fait un BSR, déjà, c'est toujours dilutif, mais pas tout de suite, ce sera plus tard, on va le revoir. Donc gardez ça bien en tête. Deux, la valorisation, vous allez quand même en parler, ce sera quand même très important, et on va le voir, pour l'encadrer. Et il faut aussi savoir bien expliquer à vos investisseurs comment ça se passe, comment ça fonctionne. Et c'est là où nous, c'est légal, que ce soit avec la plateforme et l'accompagnement, on vous permet d'y voir très clair. Et comment aussi prévoir vos conditions du BSR. Parce que le BSR, c'est quoi? C'est
Justement, c'est un bon de souscription d'actions, comme je l'ai dit au tout début, par accord d'investissement rapide. Et cet accord d'investissement rapide prévoit de donner des conditions plus avantageuses à vos investisseurs en contrepartie du risque plus important que eux ont pris en investissant de manière plus précoce à un stade plus donc, tôt du projet. Et donc la contrepartie, souvent, c'est quoi? C'est une décote. Et cette décote, elle sera appliquée au prochain tour, lors de la valorisation, lorsque la valorisation sera fixée. Et ben, cette valorisation, dans notre exemple, c'était on va lever allez, 1 million d'euros lors du prochain tour. Si on donne, on refait, comme on se l'est fait, la contrepartie, ben, 25% du capital, donc 25% du capital, là on est dans une logique de x4, donc ça nous donnerait, si on lève 1 million d'euros, 4 millions d'euros post-monnaie. Donc pré-monnaie, ça nous donne quoi? Ça nous donne 3 millions d'euros. Et donc, cette décote s'appliquerait à cette valorisation pré-monnaie fixée lors de ce prochain tour. Et c'est ça l'avantage qu'on donnerait en contrepartie du BSR. Donc, est-ce que c'est intéressant pour l'investisseur d'avoir 10 ou 20%? C'est à lui de mesurer son risque et de se dire, OK, c'est cool de fonctionner comme ça. Moi, j'aurais 20% de décote, par exemple, c'est ce qui est assez souvent pratiqué en France, sur bah, l'investissement que j'ai fait en BSR et qui récompense ce risque pris. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi d'autres éléments qui sont le cap et le floor. Le cap, c'est quoi? Le cap, c'est la valorisation maximale à laquelle les investisseurs en BSR, eux, pourront convertir justement lors du prochain tour de financement. Donc ça aussi, c'est important de l'avoir en tête. C'est à l'avantage de l'investisseur. Donc mettons, si on a mis un cap à 2 millions d'euros et que lors du prochain tour, c'est une valorisation de 3 millions d'euros, c'est le cap qui va jouer parce que lors du prochain tour, la valorisation qui sera fixée sera au-dessus du cap. Et donc, ce ne sera pas la décote qui va jouer, mais bien le cap. Et donc, en fait, là, il y aura un intérêt et d'autant plus important pour l'investisseur qui récompense encore une fois son risque, que lui a pris en investissant à un stade assez précoce, et qui est là le cap et non la décote. Le floor, lui, il sert plutôt à vous protéger, vous, en tant que fondateur, sur justement, si vous levez inversement dans une valorisation, avec une valorisation très inférieure et qu'elle est en dessous de ce plancher, de ce floor, et ben, la conversion du BSR, elle, du coup, n'aura lieu non pas à la valorisation en dessous du plancher, mais bien à la valorisation floor. Donc ça, c'est plutôt pour vous éviter qu'il y ait une trop forte dilution en cas de situation donc assez pessimiste. Le floor, quand ça joue, c'est que ça n'est pas comme ce que vous avez prévu en termes de levée de fonds à la suite. Et donc, ce qu'il faut retenir justement sur le BSAR, à la différence d'une augmentation de capital et inversement, donc c'est que la valorisation, généralement, elle est... Là, je me suis mis en mute. Mais donc, elle est fixée de manière différée et encadrée, pour le coup, la valorisation avec le BSR. Là où, quand vous faites une augmentation de capital avec des investisseurs qui rentrent tout de suite au capital, qui deviennent associés tout de suite, elle est immédiate. Et donc, effectivement, la détention des actions nouvelles sont différées. Elle est différée, cette détention, pour les investisseurs en BSR, là où c'est immédiat pour les investisseurs en augmentation de capital. La dilution, pareil, elle est toujours là dans les deux cas, mais elle est différée dans le BSR et immédiate dans l'augmentation de capital. La mise à disposition des fonds, elle est immédiate dans les deux cas, donc vous allez avoir les fonds tout de suite. L'avantage aussi du BSR, c'est que vous pouvez faire rentrer au fil de l'eau vos investisseurs, là où généralement avec une levée de fonds classique, il faut attendre que tout le monde rentre au même moment, à la même valo, aux mêmes conditions. Et c'est pour ça que ça prend un peu plus de temps, c'est moins du coup flexible que le BSR, cette augmentation de capital, même si après, à vous de vous poser la question, est-ce que je pars sur telle ou telle mécanique? Et là-dessus, n'hésitez pas, on est là pour vous aider et répondre à vos questions. Donc, si je reviens sur les différences, les décisions des associés, là aussi, elles sont immédiates dans les deux cas, parce que c'est toujours une décision des associés de la société de prendre justement le parti et la décision de faire un BSR ou une augmentation de capital. Par contre, les formalités, elles, donc c'est les formalités pour mettre à jour votre CABIS auprès du greffe du tribunal avec l'augmentation de capital, c'est tout de suite parce que votre capital aura augmenté, donc les statuts devront être modifiés et il faudra donc mettre à jour son extrait CABIS auprès du greffe du tribunal de commerce dont relève la société. Et donc ça, c'est différé aussi avec le BSR. Donc vous n'avez pas ces formalités à réaliser, ce qui fait que c'est facile, flexible avec le BSR. Vous pouvez avoir les fonds tout de suite. Mais il faut bien aussi comprendre la mécanique et faire en sorte que ce soit cohérent par rapport à votre méthode de financement et aussi que ce soit quelque chose de très clair à la fois pour vous et vos investisseurs sur les contreparties. Voilà, donc
des petits conseils, c'est définissez bien, vous, les modalités justement de votre levée de fonds, que ce soit le montant, les outils, les conditions, et faites-vous accompagner pour ça. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions à ces aspects, sur ces aspects. Analysez bien aussi, effectivement, quel est le profil de vos investisseurs et qui allez contacter et qu'est-ce qui ferait sens. Donc, nous, on a pas mal d'infos de données et de connaissances sur ces aspects. Sur les dons, ne fixez pas donc des conditions hors marché. Ça veut dire quoi? Donc déjà, il faut connaître un peu ce que sont les pratiques de marché. Et donc, c'est pour ça que le premier point sur être accompagné ou alors bien se renseigner, que ce soit au travers de webinaires comme on peut le faire là avec Starting Saclay, c'est important de pouvoir prendre un maximum d'informations avant de vous lancer et de, encore une fois, vous préparer, d'anticiper. Prenez le lead, effectivement. Donc, attendez pas forcément qu'on vous envoie une lettre d'intention ou autre. Vous définissez votre propre lettre d'intention. Si vous faites une augmentation capitale, qu'est-ce que ce seraient vos termes euh, à vous privilégiés, qui soient cohérents avec les pratiques de marché? Et donc, c'est ça ce qu'on vous permet aussi de faire sur site légal, c'est pas d'attendre qu'on vous envoie une lettre d'intention pour découvrir ce qu'il va y avoir dedans. Non, c'est d'anticiper encore une fois et de vous préparer sur. C'est vous qui pouvez prendre le lead. Si vous avez des business angels notamment avec qui vous allez lever des fonds, c'est vous qui pouvez prendre ce lead-là, définir vos conditions et échanger sur cette base avec eux, évidemment, dans le cadre de la négo. Mais voilà, prenez le lead. Euh, Là-dessus, ça, c'est quelque chose qui est en tout cas à faire et pas attendre juste de subir. Ok, ce sera l'investisseur qui va fixer la valorisation de toute façon et qui va fixer les termes. Et moi, du coup, je dirais ok parce qu'il va me donner de l'argent et je serais déjà bien content s'il me finance. Non, pas forcément. Il ne faut pas raisonner de cette façon. Et après, bon, pas confondre vitesse et précipitation. Bon, c'est un peu une porte ouverte qu'on enfonce là, mais voilà, c'est toujours bien de se le noter. Les ressources, vous les avez ici, évidemment, et vous les retrouvez sur Seed Legals également, comme je vous ai dit, sur le blog ou autre. Euh, et donc, voilà, en tout cas, pour ce qu'on pouvait se dire ce matin avec ces webinaires. Je ne sais pas, en tout cas, si le chat fonctionne, mais si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas. Euh, de mon côté, moi, je suis toujours ravi de pouvoir échanger, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit par email. Et je vais vous faire passer aussi, donc, dans le chat, un calendrier pour pouvoir prendre rendez-vous, que ce soit avec moi ou que ce soit avec les membres de l'équipe. Et donc, ça vous permettra justement de pouvoir répondre à toutes vos questions là-dessus. L'idée, nous, comme vous l'avez compris, c'est de pouvoir faciliter vous, votre roadshow et tout le reste. Donc, voilà, n'hésitez pas, c'est ici. Vous pouvez prendre rendez-vous directement. Vous avez aussi tout un tas de contenus, encore une fois, sur notre blog. Et il y avait une petite question. Est-ce que le deck sera partagé? Me demande Eleonore. Oui, on peut vous le partager. Donc, on pourra mettre à dispo à Paul qui pourra ensuite relayer. On pourra vous relayer directement aussi ce petit deck qu'on vous a préparé et dans lequel vous pourrez retrouver toutes ces infos. Mais de toute façon, pareil, encore une fois, il y a tous les webinaires qui sont sur notre page YouTube, donc n'hésitez pas à aller consommer un maximum d'infos dans ce cadre. Est-ce que du coup, vous avez des questions autres comme pu me demander Éléonore? Alors, pas de questions, tout a été si clair. Eh ben, je suis flatté, ou alors est-ce que, parce que les questions-réponses en tout cas fonctionnent apparemment, donc alors, est-ce que le BSR est beaucoup pratiqué? Me demande Romain. Oui. Alors, pour des startups early stage, c'est très très souvent pratiqué, notamment pour les questions qu'on a balayées ensemble, hein. C'est la flexibilité, c'est assez apprécié des startups, surtout à un stade très jeune, parce qu'on se dit, ok, là, on doit aller lever des fonds auprès de BA, par exemple, et après, on envisage de relever des fonds plus tard. Donc, dans ce cadre, c'est assez pratique de passer par du BSR en plus de sa flexibilité, de sa praticité d'un point de vue mise en place. Après, certains investisseurs, eux, peuvent ne pas trop apprécier parce qu'ils veulent rentrer au capital et avoir du coup un pacte d'associés, négocier ses différents termes et autres. Donc, ce sera des négociations que vous pourrez avoir avec des business angels avec qui vous échangez. Mais effectivement, oui, nous, on le voit sur site légal, on fait des centaines et des centaines de BSAR. Et c'est aussi, que ce soit en France, mais c'est également très pratiqué. Ça vient d'ailleurs des pratiques anglo-saxonnes, le BSR. C'est quelque chose qui vient notamment de Y Combinator avec le SAFE, qui est le Simple Agreement for Future Equity. Et donc,
ça a été pratiqué pas mal donc, aux États-Unis, ça l'est toujours, au UK également. Nous aussi, légal, on est en Angleterre, comme vous le savez maintenant, et on en fait énormément aussi. Et c'est ce qu'on appelle le seed fast au UK, qui est l'équivalent de notre BSR à nous. Alors, question de Nedine, pourriez-vous préciser comment valoriser une startup early stage? Ben, c'est exactement l'exemple qu'on s'est donné tout à l'heure. C'est est-ce qu'on va faire un discounted cash flow, une application donc des méthodologies qui sont pratiquées dans les logiques de valorisation de sociétés un peu plus matures, par exemple, sur une boîte très early stage. Là, typiquement, non, la manière la plus simple de pouvoir valoriser votre startup, justement, à un stade early stage, c'est la méthode de la règle de 3. C'est combien tu me donnes, combien je te donne, comme je disais. On refait l'exemple. Si je donne moi 20% de la société en contrepartie de 500 000 euros investis, combien ça fait? 500 000 euros contre 20%, on est sur 2 millions d'euros pré-monnaie. Pourquoi? Parce que 20%, si ça vaut 500 000 euros, 100% de la société, ça fait 5 fois 5, 5 fois 500 000 euros. Donc ça fait 2,5 millions, et ça, c'est le post-monnaie. Et donc le pré-monnaie, c'est 2,5 millions moins les 500 000 euros investis, donc 2 millions d'euros pré-monnaie. Et c'est aussi simple que ça. Vous pouvez vous raisonner de manière, comme je viens de le faire là, pour fixer votre valorisation. Si vous avez du coup déjà estimé votre besoin de financement, c'est le premier aussi élément à avoir en tête et à faire. Et ensuite, vous projetez comme ça sur des logiques de valorisation à un stade early stage. Ensuite, il y a Marie qui me demande, et la Love Money, et dans quel cas l'utiliser? Alors, la Love Money, en fait, c'est au tout début, hein. C'est vraiment, comme son nom l'indique, c'est les personnes qui vous aiment et qui vous apprécient et qui vont financer le projet plus pour vous que pour le projet en tant que tel. Et donc, c'est à quel moment l'utiliser? Il faut l'utiliser déjà. Est-ce qu'il y a le besoin de financement? Si oui, quand on va estimer ce besoin de financement, se dire, OK, est-ce que nous, nos proches, seraient en capacité de pouvoir nous donner de l'argent et financer le projet? Et donc souvent, le Love Money, donc Friends and Family, comme on peut dire aussi au UK, c'est au tout début. Quand l'utiliser, c'est très souvent, ça va de pair avec on a créé la boîte, on va avoir des proches, hein, des amis ou de la famille à avoir. Qui pourraient éventuellement financer le projet parce qu'ils se disent ah, c'est cool, c'est une bonne idée, c'est au tout début. Et c'est très souvent là où, effectivement, est-ce que ça fait sens de les faire rentrer au capital tout de suite ou est-ce que peut-être ça vaudrait mieux de faire un BSR? Ça, c'est les questions qu'on peut se poser et nous, on peut y répondre avec nos experts chez Silegal. Alors, Guillaume pose aussi une question. Alors, qui doit contacter sur notre siège est au Royaume-Uni. Et ben là, vous pouvez clairement aussi, si vous vous rendez sur Silegas, vous pouvez mettre le site en anglais et contacter notre équipe. Ils sont hyper réactifs et en tout cas, ils pourront vous aider. Mais vous pouvez aussi avoir des DBA français qui investissent dans des sociétés anglaises. C'est possible de le faire. De la même façon qu'il y a des business angels étrangers qui peuvent financer des boîtes françaises. Ça, on le voit tous les jours nous, sur Silegals. Il y a aucun souci des investisseurs. Ce qui est à avoir en tête à ce niveau-là, c'est que si un investisseur, mettons français, veut lui avoir une logique de, je sais pas, défiscalisation, bénéficier d'avantages fiscaux en investissant dans des startups. S'il investit dans une startup anglaise, il ne pourra pas en bénéficier. Et inversement, si c'est des investisseurs anglais, ils peuvent pas forcément bénéficier de dispositifs fiscaux avantageux. Sauf pour les Anglais, il y a des dispositifs qui s'appellent SEIS, EIS, et qui peuvent être éligibles si des investisseurs anglais investissent dans une société française, sous réserve que cette société française, puisse se développer et se développe, en tout cas envisage de se développer en Angleterre et obtienne justement la garantie côté fisc anglais qu'elle peut être éligible pour l'investisseur à ces dispositifs. Voilà. Donc, est-il difficile de lever auprès de BA français? Alors, déjà, lever des fonds, c'est difficile. Vraiment, garder ça en tête, c'est compliqué. C'est un exercice assez chronophage, fastidieux et assez ingrat parce que quand on prend des noms, et généralement c'est beaucoup plus de noms qu'on prend que des oui, c'est là où c'est un peu ingrat, mais il faut passer par là quand on veut lancer un projet et voilà, il faut avoir les reins solides et ça, quand on est entrepreneur, vous le savez, hein, donc Guillaume, ça tu sais, je pense, hein. Et donc,
c'est difficile de lever des fonds. Après, auprès de Business Angels, c'est si on est convaincu justement que son projet a un potentiel, le meilleur argument pour aller chercher des Business Angels, c'est de pouvoir avoir de l'attraction. Et l'attraction, ça peut se traduire différemment. Ça peut se traduire avec peut-être des revenus que vous allez commencer à générer. Si c'est par exemple un modèle SaaS, donc Software as a Service que vous développez avec de la récurrence de revenus, ben, c'est le Monthly Recurring Revenue, donc le MRR tous les mois, combien vous avez rapporté. Si vous arrivez à faire 10 000 euros tous les mois, bah, déjà, c'est un seuil qu'aiment bien les investisseurs parce que ça permet de dérisquer un minimum en se disant, bah, OK, il y a déjà des personnes qui sont prêtes à payer pour le service que vous proposez. Même vous, c'est gratifiant. Il faut toujours essayer et c'est toujours les utilisateurs, les personnes que vous ciblez qui doivent être, vous, votre boussole et votre marqueur sur il y a quelque chose qui peut fonctionner. Donc, les meilleurs arguments pour aller convaincre des business angels, souvent, bah, c'est déjà d'être convaincant d'un point de vue clientèle, des gens qui s'inscrivent sur votre site pour l'utiliser, euh, achètent votre produit ou autre, et ça, c'est le plus important. Et donc déjà, si vous arrivez à avoir ces petits éléments, voilà, après, ça dépend de votre modèle. Si vous avez un modèle qui demande beaucoup de R&D avant une mise en commercialisation, bah là, il faut savoir aussi être convaincant sur la promesse que votre produit, ce que vous développez, ce sera, quoi. Et donc, oui, c'est difficile de lever avec des business angels, mais c'est difficile de lever avec avec des fonds d'investissement encore plus, qui sont d'autant plus sélectifs, notamment avec le contexte actuel. Mais c'est loin d'être impossible et on le voit également tous les jours avec Stylegas, avec des projets de toutes sortes. Nous, on accompagne tout type de projets, que ce soit des projets, je ne sais pas, dans la food, que ce soit des projets dans les cryptos, que ce soit dans les fintechs, que ce soit des modèles SaaS, des marketplaces et autres. Donc, voilà, j'espère que ça répond un peu à ta question, Guillaume. Mais si tu en as d'autres, avec plaisir pour échanger à l'occasion d'un call. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vois il est moins 10. Ça fait 50 minutes qu'on échange. Allez, je prends peut-être une dernière question. Sinon, eh ben, on va pouvoir aller déjeuner tranquillement. En tout cas, merci pour votre participation à tout le monde. Merci encore une fois à Starting Saclay pour l'invitation. N'hésitez pas, voilà, à prendre un rendez-vous avec nous pour échanger. On serait ravis de vous accompagner, de vous aider, en tout cas éclaircir un petit peu ces éléments, comme on peut le faire au travers de ces contenus. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Merci tout le monde. Salut.